merci de m'inviter à un colloque de SAMU Urgences de France avec la présence de l'ARS. D'abord, j'ai entendu qu'il y en avait certains ce matin, parce qu'on m'a rapporté ça, qui me traitaient de traître. J'ai pas du tout apprécié. J'ai échappé à un attentat à Charlie Hebdo. Je suis traître en rien et surtout pas à cette profession que j'aime par-dessus tout. D'accord. Ils ne devaient pas être dans la salle, ceux-là? Non, on m'a rapporté ça. C'est pas grave, je sais à qui je m'adresse. Toujours est-il que c'est pas grave, mais je tenais à le préciser. Je suis très attaché à cette profession. Les différentes présentations que vous avez faites montrent que nous sommes en pleine restructuration. Il n'y a pas beaucoup de spécialités dans le monde hospitalier qui ont autant de réflexions sur leur restructuration. Il y en a très très peu. On ne se séparera absolument jamais des SAMU. On ne se séparera jamais et absolument jamais des urgences. Ça, c'est acquis. Le problème, comme vous avez dit, Monsieur Potel, le problème, c'est l'inflation et le côté quasiment exponentiel de la fréquentation. Je ne crois pas, on ne peut pas se résoudre à dire que c'est inéluctable et à faire que d'un coup, on arrive peut-être un jour à plus de 65 millions de passages en France. Ce n'est pas possible. Donc en effet, comme a dit monsieur, il faut inventer de nouveaux systèmes. Il faut qu'on soit contemporain de notre époque. Alors, il y a différents rapports qu'on attend à l'heure actuelle. Il y en a qui sont et qui livrent à des débats. Et donc, je pense qu'on a une profession qui est suffisamment mûre pour avoir des débats. On a le droit de ne pas être d'accord. Il y a des choses qui sont acquises, notamment les consultations de soins non programmés. Voilà. Nous avons une population qui a accès à tout en permanence avec Internet. Nous avons une sociologie qui a totalement muté. Et vous ne pouvez pas dire à la population, ce qui est un peu le leurre d'ailleurs du rapport de Thomas Mesnier, de dire on va renvoyer aux médecins traitants, etc. C'est terminé. D'ailleurs, les communiqués de presse qu'il y a eu des différents syndicats de médecins généralistes l'ont dit. Donc il faut réinventer ça. Il faut réinventer ça. Et le socle de tout ça, et ce qui va être, à mon avis, leader, c'est vous. C'est vous. Parce qu'en effet, comme vous avez dit, comme François a dit, nous avons été les premiers, quand on a fait le décret sur le temps de travail, à parler des groupements hospitaliers de territoire. Nous allons être les premiers, sans doute, à restructurer et à avoir une évolution pour globaliser encore plus le malade. Je pense notamment, avec le regard qu'on doit avoir sur les EHPAD, on en a parlé il y a quelques jours, tous ensemble, et je crois que ça, c'est important. Il n'est pas normal qu'il y ait des EHPAD où, soi-disant, il y a des coordinateurs médicaux qu'on ne voit jamais, et la seule solution, c'est d'envoyer la personne âgée, généralement à 22 heures, pour altération de l'état général. C'est des choses qu'on doit anticiper. À partir du moment où on comprend cette globalité de la problématique de santé publique et du système de santé, on doit inventer des nouveaux outils. Alors c'est vrai, moi je suis favorable aux consultations de soins non programmés. Je pense qu'il faut en mettre, notamment dans les bassins de population où il n'y a plus rien. Et puis il ne faut pas se leurrer, ça sera impossible de remettre des médecins dans des zones désertiques où il n'y a plus rien. Nous avons une profession, vous tous ici, vous n'irez jamais dans des villes où il n'y a plus d'école, où il n'y a plus de crèche, où il n'y a plus rien. C'est impossible. Donc c'est un leurre de dire, quand j'entends les politiques dire on va réinciter des jeunes à aller dans des zones désertiques. Mais personne ne veut y aller. Donc il faut par contre avoir des modélisations qui font que d'un coup, il y ait un accès aux soins quelque part. C'est pareil, c'est la même chose avec les craintes de la sécurité sociale qui voient s'envoler les dépenses de transport sanitaire. Mais c'est eux qui ont entraîné les restructurations et qui ont fait que maintenant les malades doivent se déplacer de plus en plus. Donc sur cette globalité-là, moi je rejoins beaucoup de points qui ont été exposés. Et en effet, quand on regarde l'évolution architecturale de votre service d'urgence, on a envie de dire, l'étape suivante, ça va être de construire encore 1000 m² de plus, et toujours plus. Il ne faut pas, et je pense que là, nous tous, on a notre mot à dire, qui est extrêmement enrichissant pour la structuration du système de santé, c'est de dire,
on sait où ça pêche, les EHPAD, l'accès aux soins, certains quartiers, etc. Il faut qu'au niveau des responsables des agences régionales de santé, ces idées passent et que ça reconstruise. On a de très beaux outils. Le SAMU est un outil absolument magnifique, d'accord ? Il faut en profiter. Il ne faut pas le surcharger de travail en plus. On a les urgences, on a suffisamment de boulot. Il ne faut pas aller à nous charger de plus. Par contre, pour éviter ces surcharges, il faut absolument qu'on restructure encore plus, mais à la fois en amont, on a peut-être pensé un peu trop vite que la bataille était perdue sur l'amont. Je pense qu'avec ces consultations de soins non programmés, mais qui devront avoir de la technique, parce que les gens ne sont pas bêtes, ils savent très bien, vous avez raison de le souligner, ils vont dans des centres où il y a un plateau technique, de la biologie, etc., pour ne pas perdre de temps. Voilà, ils savent ça. Et puis, sur l'aval, évidemment, c'est une construction très complexe, avec l'accès aux soins, mais quand on voit qu'aujourd'hui, il y a encore des soins de suite et rééducation qui refusent de prendre les malades en dehors du mardi et du jeudi, on a l'impression qu'on vit encore au 19e siècle par certains endroits, et ça, c'est pas possible. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc François Crémieux, je suis directeur d'hôpital et actuellement directeur du groupe hospitalier Paris-Nord Val-de-Seine. Je viens d'une part de gagner un vieux pari qui était celui de faire la bise au porte-parole de la MUF à une tribune de SAMU Urgence de France. Et donc je vous remercie infiniment de l'invitation. Deuxième contribution au débat, peut-être plus constructive et plus sérieuse. L'une des raisons probablement pour laquelle je suis convié à être présent ici, c'est parce que je suis l'un de ceux, il y en a d'autres dans la salle, mais embarqué dans des très grands projets de reconstruction, un peu à l'image de celui de Nantes avec la reconstruction de Bichat et Beaujon, à échéance d'une petite dizaine d'années à Saint-Ouen. La courbe qui a été présentée tout à l'heure est la courbe linéaire, la droite linéaire qui amenait à l'augmentation des urgences et sur laquelle vient de revenir Patrick, pose le débat suivant qui est de savoir quand on doit prendre des décisions aujourd'hui pour dans 10 ans et en fait pour reconstruire des structures qui vont vivre et fonctionner de 2025 à plutôt 2035 ou 2040, qu'est-ce qu'on doit faire? Et de manière un peu caricaturale, je pense qu'on a 3 options dont 2, elles sont toutes les 3 discutables, mais 2 qui me semblent être plus mauvaises que la 3e. La première option, c'est de se dire le monde tel qu'il est aujourd'hui va se poursuivre, les difficultés ou les dysfonctionnements tels qu'on les connaît aujourd'hui vont se poursuivre, la démographie médicale va rester ce qu'elle est, la difficulté à faire contribuer à la permanence des soins aux libéraux va rester demain ce qu'elle est aujourd'hui, l'inéluctable attractivité des urgences hospitalières va se poursuivre, et donc ça pourrait amener des décideurs comme nous tous autour de la table à se dire dans 10 ans, non seulement on reconduit l'existant, mais même on anticipe le fait que les dysfonctionnements vont se poursuivre et qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête d'un coup de baguette magique. Ça nous pousserait, dans le nord de Paris, à faire l'hypothèse que les 85 000 passages aux urgences de Bichat aujourd'hui, plus les 30 000 passages aux urgences de Beaujon demain, font 120, 130 ou 140 000 passages, compte tenu à la fois des tendances, de la démographie et des hypothèses pessimistes sur la désorganisation du système qu'on peut faire et le fait que perdurent ces dysfonctionnements. Je pense que c'est... en tout cas, une première manière de voir les choses. Encore une fois, elle se discute, c'est pas celle qu'on a retenue. Il y a une deuxième manière de voir les choses qu'on n'a pas retenue non plus, c'est l'hypothèse qu'un jour, d'un coup de baguette magique, toutes les conditions théoriques à ce que le système fonctionne différemment seraient brusquement réunies, les conditions du modèle économique qui fassent qu'on rémunère correctement pour que le bon patient, le bon endroit, le bon médecin, la bonne structure, que tout ça fonctionne. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas le cas et qu'une partie de l'argent qui est injecté dans le système l'est à mauvais escient pour des gens qui ne citeraient personne, sauf si on me pose des questions, mais pour des gens qui ne répondent pas forcément aux besoins pour lesquels ils sont financés. On peut faire l'hypothèse que d'un coup de baguette magique, la question de la démographie médicale serait réglée. Et l'exemple nantais est un bon exemple qui montre que c'est à coup sûr pas le seul sujet et que rajouter quantitativement des gens sur le territoire ne règle en rien la question d'accessibilité, etc. Donc faire des hypothèses un peu comme ça, tomber du bleu, qui ferait que entre maintenant et dans 10 ans, les choses se transformeraient. J'y crois pas plus et je pense que si autour de la table, il y a à la fois l'ARS, les hôpitaux, les urgentistes, les représentations syndicales et autres, faire cette deuxième hypothèse-là serait extrêmement naïve et nous conduirait probablement à un drame sanitaire à moyen terme, c'est-à-dire d'avoir fait l'hypothèse que les tendances ne se poursuivent pas, de constater que les tendances se poursuivent et d'avoir en 2025 un drame sanitaire à Nantes ou dans le nord de Paris. Et donc je défends fortement la troisième hypothèse qui est celle de l'obligation que nous avons tous autour de la table, autour de l'amphi, de réunir les conditions théoriques pour que le monde change. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est directeur d'hôpital, de se lever parfois un peu le matin en se disant qu'on va défendre un peu plus ses convictions que ses intérêts.
Pourquoi je parle à la fois de conviction et d'intérêt? J'ai comme conviction que des hôpitaux comme Bichat et Beaujon, l'assistance publique de manière plus générale, doivent, au-delà de leurs intérêts, défendre bec et ongle, et parfois au-delà de leurs intérêts financiers, faire en sorte que les centres de santé, plutôt des structures de niveau 3, des structures salariées avec plateau technique de taille moyenne, type centre de santé de Gennevilliers, de Saint-Ouen, de Nanterre, de Besançon. On a la chance dans le nord de Paris d'être équipés, nous avons la chance d'être équipés d'un certain nombre de centres de santé, donc salariés et tenus par des municipalités. Je pense qu'au-delà de notre intérêt propre immédiat, nous avons une obligation par conviction ou par engagement politique, au sens des politiques de santé, de soutenir, nous, l'hôpital universitaire, les centres de santé. On a l'obligation, et donc on a très concrètement là-dessus, organiser ce qu'on appelle une affiliation, par exemple du centre de santé de Gennevilliers au groupe hospitalier, et j'ai la ferme intention de continuer à convaincre les différents directeurs des centres de santé alentours de continuer à s'affilier. Pourquoi? Parce que plus ils seront puissants en 2025, et plus on a des chances que les conditions théoriques au fait que les patients aillent plus vers la médecine de premier recours que vers les urgences hospitalières soient réunies. De même que l'on accueille une structure qui est plutôt une structure de type 2 dans votre exposé, une structure libérale, à la condition qu'elle soit en secteur 1 et en tiers payant, avec un plateau technique limité, mais directement adossé à l'hôpital, et on en ouvre une au pied de Bichat vers la fin de l'année. De même qu'il faut, dans nos relations avec les territoires, à la fois sur les questions de circuits d'information, de formation, de participation à des initiatives communes, encore une fois, faire en sorte que les acteurs hospitaliers, au-delà de leurs intérêts, mais par conviction, soutiennent les structures de ville. Alors ça ne va pas durer éternellement, parce qu'on a tendance à se lever le matin avec ses convictions et on s'endort le soir en ayant bien défendu ses intérêts. La différence entre les deux, c'est qu'économiquement, aujourd'hui, faire ce que je viens de vous décrire n'est pas dans l'intérêt direct de l'hôpital. On n'est pas rémunéré pour nos carrières aux uns et aux autres, notre engagement, nos promotions, que sais-je, ne sont pas directement dépendantes de ça. Et donc, ça repose aujourd'hui un peu trop sur des convictions et un peu trop peu sur des incitatifs et des intérêts assez directs à agir et à travailler ensemble. Je pense que la bataille est loin d'être perdue, que ce soit avec le projet régional de santé au niveau de la région ou avec un certain nombre d'évolutions réglementaires ou législatives qui pourraient venir. On peut s'attendre, et effectivement les rapports récents en font état, à ce qu'à la fois les modèles économiques, les modèles juridiques, les modèles d'organisation du travail, les postes partagés, les temps partagés, que tout ça se développe et que petit à petit, nos convictions de l'organisation territoriale des soins de premier recours soient cohérentes avec les intérêts des structures et au final avec l'intérêt des populations qu'on couvre. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on va passer aux questions interactives. Alors, j'appelle tous ceux qui veulent poser des questions à s'approcher du micro. Et en attendant que le premier intervenant pose ses questions, je voudrais poser une question à Gilles Potel, qui nous a parlé donc, de son organisation de l'ouverture des lits pour les urgentistes dont il ne s'occupait plus. Ce matin, il y a eu un débat avec le logiciel, c'est bien, mais la volonté, c'est encore mieux et c'est même indispensable. Comment vous avez réussi à Nantes, ce qu'on n'arrive pas à faire dans beaucoup d'endroits? Écoute, on a bénéficié d'une très large complicité de la direction des soins et on a implanté 24 heures sur 24, il y a un cadre et un infirmier ou une infirmière qui disposent réellement, en temps réel, grâce au système d'information, non seulement de la disponibilité des lits, mais aussi de l'anticipation des lits qui vont se libérer. Il a fallu militer quand même pas mal pour expliquer, par exemple, à nos amis de cardiologie, pour ne prendre que cet exemple-là, que c'est à la contre-visite de la veille qu'on anticipe les malades qui vont sortir le lendemain matin. Et c'est pas à la fin de la visite du lendemain matin, si tu vois ce que je veux dire, qui était quelque chose d'absolument irritant, de téléphoner à 11h30 pour dire alors est-ce qu'il y a des lits de libre? Ah ben non, ils sont en train de faire la visite, on appelle à 12h30, ils sont partis manger. Voilà, donc on a mis du temps à obtenir ça dans tous les services, mais finalement maintenant ça marche à peu près. Et surtout on anticipe sur ce lit sera libéré cet après-midi à 16h. Et l'infirmière d'ordonnancement, on appelle ça comme ça, dispose de ça en temps réel. Vous vous présentez et puis vous posez votre question. Oui, bonjour de me donner la parole. Je suis le docteur Perrault. Je travaille aux urgences à l'hôpital près de la Seine-Saint-Denis à Drancy, Blanc-Ménil. Et donc, depuis ce matin, j'entends beaucoup parler d'organisation architecturale, de construction, de choses comme ça.
Mais en fait, je pense que, ou même de problèmes d'amont, mais je pense que le problème, il vient pas du tout de l'amont. On peut faire 50 000 CCMU 1 en 1 heure, c'est pas le problème. Moi, je pense que le réel problème, c'est que vous pouvez construire autant d'établissements gigantesques que vous voulez. Si vous n'avez pas de médecins à l'intérieur, si vous n'attirez pas les médecins avec des carrières agréables, stables, avec une évolution, vous pouvez construire tout ce que vous voulez, il y aura toujours des problèmes. Le problème, ça vient de l'humain, Enfin, voilà, je voulais juste donner mon opinion surtout à M. Crémieux, parce que son discours m'a un petit peu choqué, donc voilà, je voulais réagir. D'abord, je suis navré que le discours vous ait choqué. Il était, je pense, complémentaire ou à côté du vôtre. Le tiers payant, je pense que c'est une aberration. Ça va encourager les gens à fréquenter de plus en plus les urgences sans les responsabiliser, sans proposer une solution de financement. Donc ça, je trouve ça vraiment choquant. Après, évoquer la santé tout le temps par le prisme des centres municipaux, les hôpitaux publics, moi j'ai une vision un petit peu différente et je pense que c'est pas... Il y a une dichotomie qui transparaît de votre discours que je trouve dommage. Alors pardon, enfin, d'une part, oui, il y a une petite dichotomie qui peut paraître dans mon discours, elle n'est pas complètement infondée. Ma deuxième remarque, c'est qu'en l'occurrence à Bichat, c'est un pôle de santé avec des libéraux qu'on ouvre, et effectivement en tiers payant et en secteur 1, parce que sinon on va juste passer à côté du sujet, qui est des médecins libéraux en secteur 2, et aujourd'hui pas mon sujet, ça a pu l'être dans des fonds. Pour les urgences en secteur 1, on est tous... Et donc la difficulté qu'on a, c'est qu'accueillir des médecins libéraux à proximité des urgences, avec l'idée qu'ils vont répondre aux besoins de soins non programmés, premier critère, et deuxièmement accessible, deuxième critère. Si vous êtes dans le nord de Paris, dans le 18e arrondissement, et que vous avez à côté du gros SAU de Bichat des libéraux qui sont soit en secteur 2 et ou qui font pas de soins non programmés, ça peut être très pertinent, utile pour certains soins. Juste, c'est hors du sujet d'aujourd'hui et ça répondra en rien à la difficulté qu'on a d'essayer d'éviter la montée permanente et l'augmentation du nombre de passages aux urgences. Voilà ce que je voulais dire. Après, c'est évidemment éminemment discutable. Ma deuxième remarque par rapport à la vôtre, c'est que vous avez raison sur le fait qu'on peut faire ce qu'on veut. Si on n'a pas des urgentistes compétents, enthousiastes, avec des carrières qui sont cohérentes et intéressantes pour eux, ça ne fonctionnera pas plus. C'est là aussi un sujet qui est complémentaire de celui... Vous avez beaucoup d'urgentistes devant vous. Est-ce que vous trouvez que quelqu'un ici va venir travailler dans un SAU qui fait 120 000 passages par an? Je ne pense pas. Hein. Ça dépend. Moi, je suis pas d'accord. On peut pas. Non, Mathias, tu te lèves, tu prends le micro, mais on va pas. Voilà. Eh ben, viens derrière et tu poseras une question. Ah, voilà, c'est mon Allez, question suivante. Patrick Serrière, je représente l'hospitalisation privée, Île-de-France. J'ai une question au docteur Braun. En fait, je voulais déjà vous remercier parce que vous avez cité les établissements privés au sein de votre territoire. Non mais c'est pas évident, mais en tout cas c'est la première fois. Moi je vous en remercie parce que on a tendance à oublier qu'ils existent, parfois oublier aussi qu'ils travaillent en collaboration, en coopération avec le public, parce qu'il ne faut pas les opposer. Ma question, c'est qu'en fait, au début, je me suis dit, mais donc, est-ce que vous avez intégré in fine ou pas les établissements privés dans votre organisation inter-établissement, enfin organisation territoriale, voilà. Ça, c'était... Et j'ai une autre question aussi pour le docteur, mais là, Depinois, qui nous a indiqué en fait des modèles économique, il passait assez vite, hein, je comprends, c'est pas le sujet. Mais quand vous avez dit qu'en fait, à partir du moment où il y avait l'activité en libéral, ça pouvait, c'était même excédentaire, c'était facilement à l'équilibre. Là, moi, je sais pas, mais il faut me donner la recette, parce qu'effectivement, après, ça veut dire qu'on compte pas tous les frais, j'allais dire, plus ou moins cachés, qui sont... Enfin, il y a des surfaces, on va dire, c'est pas uniquement le cabinet de consultation, mais également des locaux partagés, les couloirs, des charges de copropriété, j'en passe des meilleurs, ainsi que des charges de salariés, enfin des infirmières, de l'accueil, etc., etc. Et là, je sais pas faire, honnêtement. Et donc, merci. Alors, pour répondre à votre question, sans être normand, je dirais oui et non, sur l'intégration du privé. Il y a effectivement une clinique privée à Metz qui a un service des urgences qui est reconnu. Alors, ils ne sont pas intégrés dans le GHT parce qu'actuellement, techniquement, on ne peut pas. Par contre, nous avons travaillé en amont avec eux par la régulation médicale pour, très simplement, les motifs de recours SFMU. On les a tous listés en disant qu'est-ce que vous pouvez prendre comme patient.
dans l'ensemble de ces motifs de recours. Et dès lors que ça correspond à quelque chose pour lequel ils se sont engagés à prendre le patient, on leur adresse le patient. D'une façon plus large, je ne vous ai pas fait le coup de l'orchestre symphonique, mais j'aime bien la musique symphonique. Mais vous n'allez pas jouer de la musique symphonique, déjà sans chef d'orchestre et avec un orchestre de chambre. Donc je pense que si je veux faire l'analogie, pour répondre à un besoin de santé dans un territoire, il faut un coordonnateur. Alors ça étonnera personne si je dis que pour moi c'est la régulation médicale, mais il faut aussi des effecteurs, des musiciens, et plus on a d'effecteurs, plus on va pouvoir jouer de la musique symphonique qui est intéressante. Donc moi j'ai aucune barrière, dès lors que les gens, s'engagent à prendre un certain nombre de patients et un certain type de patients, et deux, le font réellement. Alors, effectivement, c'était macro, premièrement. Deuxièmement, ça concernait uniquement les frais de fonctionnement. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ces modèles, soit il y a une structure qui existe et qui porte, et on a exclu l'investissement nécessaire parce que c'est extrêmement variable de faire des modèles. On a essayé de regarder comment l'activité pouvait effectivement, et pourquoi elle est déficitaire dans les modèles plus portés par les établissements, c'est qu'il y a des ressources humaines plus importantes. C'est la seule différence. En termes de fonctionnement, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a des modèles, soit avec petit plateau technique, soit sans plateau technique, qui peuvent être équilibrés financièrement. Effectivement, dans un modèle avec des honoraires libéraux, avec secteur 1, on a vraiment travaillé sur le secteur 1, les actes techniques correspondant à la nomenclature de l'assurance maladie. Donc on a fait tous ces modèles pour montrer que sur le plan du fonctionnement, ça tenait. Après, effectivement, en fonction des territoires, l'investissement peut être une vraie question. J'ai un exemple en tête que je ne citerai pas, où effectivement, ils tirent la langue terriblement parce qu'ils ont surévalué effectivement leur investissement et donc ils n'arrivent pas à l'amortir aujourd'hui dans leur activité. Donc on a fait exprès de différencier parce que sinon effectivement les problématiques sont les mêmes d'ailleurs que certains centres de santé rencontrent. Or aujourd'hui on sait qu'un nouveau centre de santé peut trouver l'équilibre financier dans son fonctionnement avec un certain niveau de critères importants en termes d'activité, en termes activité dentaire, activité technique, activité de médecine générale. On sait qu'on a des modèles équilibrés par rapport effectivement à d'autres anciens centres de santé qui étaient vraiment très déficitaires, mais on s'est basé uniquement sur le fonctionnement. Il y a aussi des ressources humaines dans les modèles 1 et 2 avec les exercices libéraux également. Et là, c'est complètement déficitaire, vous imaginez. Patrick. Ouais, justement, je voulais rebondir là-dessus. Il faut faire très attention à l'écart salarial des deux systèmes. C'est-à-dire que d'un coup, il ne faut pas qu'il y ait un système qui soit avec des consultations de soins non programmés assez simples, des CCMU 1 et 2, d'accord, où il y aurait une rémunération qui serait plus importante que le médecin urgentiste qui se retrouve au niveau du service des urgences. Et je suis bien d'accord pour dire que c'est au niveau de l'accueil qui est le métier le plus pénible. Donc il y a cette équité qu'il va falloir surveiller. C'est pour répondre aux collègues qui parlaient tout à l'heure en disant il faut que les postes soient et restent attractifs. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les premières mesures qu'on avait eues sur les postes pour les plus jeunes qui rentraient dans le métier des urgences, il va falloir s'y réintéresser. Comme il va falloir s'intéresser, parce que ça c'est notre boulot, cher François, il va falloir s'intéresser au vieillissement des professionnels. Et c'est très important, parce que notamment, on voit qu'il y a beaucoup de médecins qui font plus de médecine, en fait, qui font autre chose. Bon, c'est l'évolution normale du métier, ils deviennent conseillers, ils font des boîtes, des machins, des trucs, etc. Mais ça fait autant de médecins en moins qui sont là pour soigner des malades. Ce qui fait que je crois, notamment au niveau des retraites, les contrats aidés, retraites, etc., sont quelque chose qu'il va falloir étudier. Alors évidemment, il est hors de question de mettre au travail les plus de 65 ans, c'est pas ça, mais il y a un certain nombre d'urgentistes qui vont vieillir dans la profession et qu'il faudra trouver une solution pour, s'ils ont envie, de les maintenir au travail. Dernier point, en fait, à travers tout ce qu'on dit là, on s'aperçoit que c'est l'ensemble du monde de la santé et du monde libéral qui est en pleine mutation, et que le médecin, tel qu'il est défini souvent dans des images de dire il a un cabinet tout seul, il exerce tout seul, etc., etc., je pense que c'est terminé. Je pense que c'est terminé. Ce n'était pas les décrier, ce n'était pas dire qu'ils sont mauvais, ce n'est pas dire qu'il ne faut plus qu'ils existent. Je pense qu'ils sont en train de muter. C'est exactement la même chose comme les visites à domicile, où en fait, hélas, c'est très triste, mais c'est comme ça, SOS Médecins n'est que dans les grandes villes, mais en fait, on s'aperçoit que tout le monde en France connaît SOS Médecins et regrette qu'SOS Médecins ne soit pas généralisé. Donc, il y a cette mutation-là. Si on ne l'accompagne pas,
ça va nous devancer. Si on n'anticipe pas les choses, notamment avec les consultations de soins non programmés, et je pense qu'on doit pouvoir encore, il ne faut pas dire que la bataille est perdue sur l'amont, si on n'offre pas et si nous on ne participe pas en suggérant justement un meilleur amont, si on ne travaille pas avec eux, eh bien c'est sûr qu'on continuera à avoir l'inflation. Mais ça se fait aussi, évidemment, en participation avec les établissements privés lucratifs et non lucratifs. C'est évident. Merci. Question Pour suivante. reprendre un slogan de 68, l'imagination est au pouvoir. Vas-y. Oui, bonjour, Carole Mauger, je suis responsable d'un service d'urgence dans les Yvelines. Et pour rebondir à ce que disait Patrick, en fait, j'ai deux remarques. Effectivement, travailler sur l'attractivité des médecins, effectivement, on est devenu une spécialité. Et avec la labellisation, les formations que doivent accomplir nos jeunes DES, je me pose la question de savoir le devenir de ces services d'urgence, sans SMUR. Alors vous allez me dire, il y a le GHT, c'est justement la possibilité de faire une équipe territoriale pour que nos médecins puissent avoir des postes partagés SMUR urgence, même si cela est écrit sur les papiers, sur le PMP qui doit être partagé et on a beaucoup travaillé dessus, ce n'est pas forcément la réalité. Donc je me demande que vont devenir ces services d'urgence sans SMUR, sans régulation médicale. Allons-nous devenir ces centres de soins non programmés, point d'interrogation, avec peut-être encore, ça peut accentuer encore l'attractivité de ces services-là avec ces interrogations. L'autre interrogation, c'est aussi, je rebondis aussi sur l'amont. Je n'ai pas l'impression que beaucoup d'associations de médecins de ville aient participé à ce projet médical partagé de ces GHT. Et je trouve ça dommage que ce soit les usagers, les politiques ou nos médecins de ville, puisque justement, peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Dans mon territoire, je sais que par rapport au pourcentage de personnes âgées qui rentrent dans un service d'urgence, je suis vraiment inférieure. J'ai 10% de personnes âgées, alors qu'en Ile-de-France, c'est 17%. Mais il y a eu tout un travail de fait entre la médecine de ville et la gériatrie aiguë. Donc je trouve ça regrettable que ces médecins de ville ne soient pas intégrés. Voilà. Je ne peux pas répondre pour tous les projets médicaux partagés. Ce que je peux dire, c'est que nous, on a intégré les médecins généralistes dès le départ à la réflexion, en ce qui concerne les urgences, sur la partie soins non programmés. La gériatrie l'a fait aussi sur sa propre partie. Maintenant, après, c'est soulevé la question intéressante sur que deviennent les services d'urgence en France, des gros, des petits, des machins. Faut-il faire des énormes cathédrales? Faut-il garder des chapelles? On a 639 services d'urgence autorisés en France. Je ne sais pas s'il y en a assez, je ne sais pas s'il y en a trop. Je pense qu'il faut qu'on reparte d'une logique qui est une logique, quels sont les besoins de la population sur le territoire. Alors le territoire, j'ai dit beaucoup de mal du territoire, on ne sait pas trop ce que c'est, mais revenir vraiment aux besoins de la population. Quand vous avez une ville, par exemple, avec 2 services d'urgence et la nuit, il y en a un qui voit 3 malades et l'autre qui en voit 5, on peut s'interroger sur l'intérêt dans la même ville de garder les 2 la nuit. Peut-être qu'il y en a un qui peut ne pas travailler la nuit. Donc je crois que c'est vraiment une analyse locale. Maintenant, si vous avez un service d'urgence, quelle que soit sa taille, qui est dans un secteur complètement paumé, pour moi, ce qui est primordial, c'est d'assurer l'aide médicale urgente, d'assurer notre cœur de métier sur ce territoire. Voilà. Maintenant, après, on a des discussions qui pourraient être sans fin. Je ne veux pas forcément lancer la polémique sur des secteurs, des déserts médicaux où il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de généralistes, il n'y a plus de machin. Il reste un service d'urgence. Et on dit, est-ce qu'il faut vraiment qu'il reste un service d'urgence? Donc, bien entendu, tout le monde monte au créneau, et je serai le premier en habitant là à monter au créneau, ne touchez pas au service d'urgence. Mais quel est le réel besoin? Quelle est la mission qu'il joue? S'il joue une mission, s'il joue un rôle de permanence des soins, il faut le dire. Et dans ce cas-là, il faut s'organiser comme tel et être très cohérent. Par contre, s'il assure un rôle de service d'urgence et de couverture de l'aide médicale urgence, il faut le dire aussi, il ne faut surtout pas y toucher. Donc je pense que le problème n'est pas mathématique, c'est 0 ou 1. C'est probablement beaucoup plus complexe. En tout cas, on doit avoir tous un objectif qui est de répondre aux besoins de la population, d'abord dans le cadre de l'aide médicale urgente, et puis après, mais pas tout seul, dans le cadre de la permanence des soins. Oui, je me permets parce que je pense qu'il y a un élément important, nous, dans le travail qu'on a fait et qu'on fait, effectivement, c'est que quand même, il y a un monde
un inconnu important entre l'ambulatoire et l'hospitalier, je parle hospitalier privé ou public. Et on a par exemple travaillé sur une région où la FHF et l'URPS médecins libéraux travaillent ensemble dans le cadre des réflexions GHT pour introduire du lien. Et c'est très important. Donc ça se fait à certains endroits. Et le premier sujet qui émerge, c'est les soins non programmés. Parce qu'en fait, tout le monde est embêté avec cette question des soins non programmés, qu'on soit en ville ou effectivement à l'hôpital. Donc, effectivement, face à la structuration des GHT qui ont d'abord conduit à une première réflexion qui était un peu chaque établissement qui devait faire ce GHT, c'était quand même un peu compliqué. Là, on voit des ouvertures. Certains projets médicaux partagés de GHT ont ouvert tout de suite la réflexion à la ville, d'autres pas et sont en train de le faire. Mais il y a vraiment des pistes de travail extrêmement importantes pour faire ce lien et répondre en partie ensemble à ces questions de soins non programmés. J'aurais juste faire suite à vos propos. On a tout le temps le discours qui est entendu et surentendu de dire il faut que l'hôpital s'ouvre à la ville. Mais il faut aussi que la ville s'ouvre à l'hôpital. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit qu'il y avait un cloisonnement entre les deux. Je rebondis sur ce que vous dites. Il faut que les deux s'ouvrent. C'est là où, en fait, la modernité sur le système de santé à l'heure actuelle, c'est de parler de la coopération entre les systèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que l'outil communauté professionnelle territoriale de santé fait émerger justement ces idées-là d'aller vers. Donc, voilà. Et si on n'a pas ça, quand on regarde ce qui s'est passé, notamment sur des grands systèmes comme New York, ils ont fait sortir des médecins de l'hôpital pour créer des consultations de l'avant. Et le soin primaire, en fait, est en train de restructurer l'ensemble du tissu sanitaire. On dit souvent, et il y a des tas de gens qui viennent aux urgences qui n'ont rien à y faire. Mais si on commence à regarder tous les gens qui vont consulter le cardiologue et qui n'ont rien à y faire, tous ceux qui vont consulter l'endocrinologue, c'est sans fin. Ce qui veut dire que là, nous sommes sur une refonte du système et vraiment quelque chose d'important. Je vous recommande le livre du président du Conseil de l'Ordre, Patrick Bouet, qui le dit. Il le dit, c'est quand même une personnalité du système de santé et qui dit bien qu'on est arrivé au bout d'une logique. Et s'il n'y a pas une coopération entre les différents systèmes, eh bien, ça ne s'arrangera pas. Docteur Charestan. Merci Dominique. Pierre Charestan, je suis responsable des urgences SMUR à l'hôpital Ambert-Ballanger, Aulnay-sous-Bois, dans le 93, président de la conférence des présidents de CME des centres hospitaliers Île-de-France. Merci tout d'abord d'avoir organisé cette journée et merci beaucoup pour l'ensemble des présentations qu'on a vues depuis ce matin et le débat extrêmement passionnant et intelligent qu'on est en train de vivre là. J'ai une remarque et deux questions. La première, on voit bien qu'on peut toujours dire qu'il faut s'organiser en amont. Ça fait des années qu'on l'entend, on voit bien qu'on est complètement dépassé et que l'activité au niveau de nos services d'urgence ne cesse d'augmenter. Ça fait des années qu'on a ce constat et qu'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on ait des projections sur l'avenir. Alors c'est quelque chose qui est probablement beaucoup fait au sein chez les urgentistes en particulier, mais peut-être pas suffisamment avec les responsables politiques et les responsables et la tutelle peut-être d'avoir cette réflexion permanente sur l'avenir. Juste un petit exemple, Didier Jaffre tout à l'heure en a parlé rapidement sur la répartition des internes. On savait parfaitement depuis 1 an et demi, avant que la réforme de l'internat arrive, on savait qu'on allait avoir des problèmes. On a alerté à plusieurs reprises pour qu'on ait une réflexion collégiale avec l'ensemble des partenaires, pour qu'on évite ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est d'arriver donc à beaucoup de territoires, notamment en Île-de-France, mais je sais aussi dans d'autres régions, où des hôpitaux qui avaient une 80 internes du jour au lendemain. Il y en a, je prends l'exemple d'Agnès, qui est juste à côté de moi, il n'y en a que 2. Voilà, des situations qu'on aurait pu peut-être prévoir, anticiper, si on avait vraiment fait des projections. Donc c'est la même chose pour les urgences, puisque il faudrait se projeter, comme vous l'avez fait, Monsieur Potel, sur les évolutions des effectifs, enfin du passage
des patients au niveau des urgences, on voit bien que de toute façon, malgré une augmentation très faible, si vous prenez 2-3% d'augmentation, de toute façon, on n'y échappera pas. Donc ça, c'est la première chose que je souhaite qu'on ait au niveau de l'agence. La deuxième question que je voudrais poser, c'est quelle est la limite au niveau de la structuration des urgences? Est-ce qu'à un moment donné, on va dépasser des seuils? Pour l'instant, nous gardons encore, dans certains endroits, une certaine dynamique, une certaine motivation, une envie d'y aller, une envie de travailler. Est-ce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se dise entre nous, au-delà de ce seuil, là on passe dans le rouge, et là c'est l'explosion. Patrick connaît parfaitement, et François connaissent parfaitement les situations de plein d'endroits dans lesquels on est déjà dans le rouge, et là on est en train de toucher les grosses structures qui sont rentrées dans le rouge, et pas seulement les petites. Et la troisième chose, deuxième question que je voudrais également poser au niveau de l'agence, dans la situation que nous vivons depuis plusieurs années au niveau des finances et au niveau des contraintes budgétaires, l'accompagnement et la modernisation des structures d'urgence et des SMUR nous paraissent à nous tous extrêmement importantes. Juste pour rénover, restructurer mon service d'urgence, il a fallu, et pourtant j'ai des liens très forts avec l'agence, il m'a fallu 3 ans de négociation pour pouvoir obtenir un financement, avec une projection que nous, là aujourd'hui je suis à 72 000 passages, la projection qu'on s'était faite c'est peut-être 90 000 d'ici une dizaine d'années, et je sais qu'on va y arriver, et le financement a été évidemment revu forcément à la baisse, pour 80 000 passages, qu'on sait que dans 2 ans, 2-3 ans, qu'on va totalement dépasser. Donc, quelle est la place aussi de la modernisation de nos structures au niveau de la tutelle? Merci. Ce sera, je crois, la dernière question, parce qu'on n'a plus le temps. Des réponses des intervenants? Moi, j'ai juste une réponse par rapport à la pénurie que tu évoquais sur la création des spécialités. On ne peut pas être contre la naissance d'une spécialité et d'une érudition qui se développe. Le côté universel du métier et de l'université, c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour le métier. Donc je pense que ça va le structurer. Ce que je suis convaincu, je prends le pari avec vous toutes et tous, c'est que c'est la spécialité de médecine d'urgence qui va faire évoluer les autres spécialités sur leur organisation. C'est-à-dire notamment la possibilité de faire des passerelles et d'évoluer de spécialité en spécialité. Ça, c'est quelque chose, on me dit que c'est en cours, que c'est dans les tuyaux, etc. Mais c'est très important. En ce sens que, il y a beaucoup de jeunes, comme François, j'ai été saisi très souvent de jeunes qui sont en région et qui disent « j'aurais bien voulu faire le desk, mais j'ai pas pu, etc. » Il ne faut pas qu'on les perde. Je pense qu'il y a vraiment des jeunes qui se disent « j'aimerais bien faire des urgences pendant 3-4 ans et puis après évoluer vers autre chose ». Il faut qu'on rattrape ça, qu'on avait du temps de la Camus. On s'aperçoit qu'en fait, le début de la pénurie, c'est quand d'un coup, il y a une sélection qui s'effectue. Ça, c'est normal, ça fait partie du truc. Donc, il faut qu'on invente quelque chose. Concernant les finances, alors pour déborder sur ta remarque, il faut être très vigilant sur la réforme de la tarification à l'activité, de manière à garder nos enveloppes MIG et de garder des... T'as bien compris. D'accord? Parce que d'un coup, je vois bien arriver le truc où le financement des urgences, il va être fondu avec le reste, et d'un coup, on va avoir un problème là-dessus. Et là, il faut être très vigilant. Gilles. Juste un petit mot. François a parlé de l'importance qu'il y a pour les urgentistes à investir l'institution, c'est-à-dire à participer activement à la CME, au groupe de travail. Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement important. Juste un petit exemple. On a eu, il y a 48 heures à Nantes, dans la file d'attente, un arrêt cardiaque. Tout a parfaitement fonctionné. C'est-à-dire qu'on a créé une fonction d'infirmière de file d'attente. Ça n'existe pas officiellement.
on a une infirmière de file d'attente. 24 heures sur 24. Elle a repéré tout de suite le malade qui faisait un arrêt, qui a été poussé à la sauve et qui s'en est tiré. Ça aurait pu être une catastrophe qui aurait fait la énième... Donc, je veux dire, il est possible, et on n'a pas beaucoup parlé des pôles hospitaliers, mais moi je crois beaucoup à cette superstructure qui a souvent été présentée comme une superstructure administrative, mais c'est pas vrai. À l'intérieur d'un pôle, on peut encore repérer ici et là, ici ou là, un tout petit peu de gras qu'on va déplacer d'un endroit à un autre. Donc, à effectif constant à l'intérieur d'un pôle, on peut renforcer là où il y a des besoins. C'est ce qu'on a fait pour l'infirmière de file d'attente et c'est ce qu'on a fait pour la surveillance de la ZAD avec une infirmière et une soignante. Merci. On n'a malheureusement plus de temps pour continuer, donc je vais passer la parole à monsieur Jaffre pour conclure. Vous restez là, hein. Partez pas tout de suite. Oui. Écoutez la conclusion, voire la réponse à certaines questions posées. Voilà. Bon, moi je vais essayer de faire concret parce que depuis le matin, je vous ai dit qu'on m'avait demandé de faire concret. Et de répondre à la fois à... Vous avez un micro qui marche pas, là. Si, ça marche. Et de répondre à la fois à faire certaines observations sur ce qui a été présenté et de répondre à la salle. Premièrement, excellente présentation par le professeur Petel sur l'aspect architectural. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous dans la salle ont dû rêver quand il vous a montré ses plans. Parce qu'on est loin, en région Île-de-France, d'avoir des services d'urgence, et Pierre l'a rappelé, qui soient dans cet état d'excellence-là. C'est même plutôt l'inverse. Voilà. Franchement, moi qui commence à avoir fait pratiquement le tour, tous les services, je suis effaré de voir le retard de l'investissement dans les murs de nos services d'urgence en premier. Généralement, on a généralement des maternités assez rénovées et des services d'urgence complètement pourris, pour faire court. Et donc, on s'est engagé dans le projet régional de santé à avoir un véritable schéma régional d'investissement. Et il est clair que les urgences seront au premier rang desquelles. Mais ce schéma régional d'investissement, il ne doit pas être, sectorisé. C'est-à-dire, on ne refait pas l'hôpital d'un côté, le centre de soins non programmés, la médecine, le centre de santé de l'autre, et puis l'EHPAD dans un troisième. On doit avoir une réflexion territoriale aussi sur nos investissements. Ça doit être croisé. Nous avons indiqué de mettre un certain nombre de moyens financiers sur les marges régionales de la région Île-de-France. Donc on va essayer de se débrouiller par nous-mêmes. Mais c'est des marges qui sont consacrées à l'hôpital, à la médecine ambulatoire, au secteur médico-social. Et ces investissements en santé, et non plus des investissements hospitaliers ou ambulatoires, on doit vraiment avoir une vision territoriale des choses. Et ça me permet de rebondir sur une deuxième observation. François Braun a bien montré les origines de la planification du groupement hospitalier de territoire, du territoire. Finalement, quand même, dans les GHT, et je me le permets, ce qui a vraiment manqué, je pense, c'est le territoire. Les groupements hospitaliers de territoire, aujourd'hui, c'est des groupements hospitaliers. Ce n'est pas des groupements de territoire. J'en veux pour preuve, vous avez une superbe carte, mais les territoires, ils n'ont jamais été définis. On a, dans les arrêtés des GHT, réuni des établissements, réuni des équipes. On n'a absolument pas défini des territoires. Et on voit bien que faire un projet médical partagé entre un groupe d'établissements publics, c'est différent que de faire un projet médical d'un territoire donné. Parce qu'un territoire donné, c'est partir des besoins de la population, de prendre en compte l'ensemble des offreurs qui sont présents. Et ce n'est pas que les offreurs publics, effectivement. Il y a tous les autres, les offreurs privées, le médecine ambulatoire, le secteur médico-social, le secteur de la prévention et autres, le secteur social, puisque finalement, on est dans une région avec un taux de précarité qui est tellement énorme que si on ne prend pas en compte tout le suivi social, on passe, je pense, à côté d'un sujet majeur, qui est qu'une fois qu'ils seraient sortis du système de santé, nos personnes ils vont revenir parce qu'ils n'auront rien de l'autre côté. Et donc c'est comme ça qu'on doit réfléchir dorénavant. C'est-à-dire que les GHT, c'était l'étape 1. Il fallait effectivement que le secteur public se structure lui-même. On a vécu ces dernières années quand même un manque de coopération flagrant dans certains territoires qui a été préjudiciable pour l'organisation de nos soins publics. Mais l'étape 2, c'est de faire en sorte que, à partir des territoires, et vous savez que l'ARS, on a défini grosso modo à grosse maille une vingtaine qui définissent la région Île-de-France, c'est maintenant des projets de territoire dont nous avons besoin. L'organisation des urgences, effectivement, c'est pas uniquement au sein du GHT, c'est avec l'ensemble des acteurs. Voilà. Et donc c'est ma troisième observation sur les centres de soins non programmés, ou peu importe l'appellation, peut d'ailleurs, parce que finalement, selon les cas,
On les appelle comme on veut. On est en train de monter sur le nord de l'Essonne un modèle innovant, on va même appeler ça hôpital ambulatoire, et qui réunira aussi bien des libéraux que des salariés, etc. Tout ça pour dire que ce qui est important, c'est que sur l'ensemble des territoires, nous ayons cette offre. Après, moi, je ne crois pas au modèle tout fait. Je crois encore moins à la planification toute faite. D'ailleurs, si ça avait tenu qu'à moi, il n'y aurait pas eu de partie sur les autorisations dans le PRS, parce que je ne crois pas au fait qu'en indiquant qu'il doit y avoir X autorisations, que c'est comme ça qu'on régule l'offre de soins. Bon, mes collaborateurs m'ont rappelé à l'ordre, parce que sinon on aurait manqué un pan entier et on ne serait pas été conforme au texte. Mais n'empêche que si on part véritablement des besoins et de l'ensemble des offres et des professionnels que vous êtes, on doit repenser notre système. Et donc le centre de soins non programmés au sud de l'Essonne sera très certainement différent de celui qu'il y aura à Saint-Ouen, et il sera encore plus différent de celui qu'on aura à Houdan, si je reprends le modèle qui est autour d'un hôpital local, d'un centre de santé qui ne dit pas son nom, et que finalement, pour des raisons administratives et financières, on n'a pas encore trouvé comment tout va bien pour répondre. Bon, sauf que les gens derrière, ils s'en fichent, entre nous soit dit, que ce soit financé via le FIR, via la MIG ou via autre chose. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être pris en charge. Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on doit raisonner, et l'agence, elle est là pour vous accompagner là-dessus. Donc on va mettre en place sur les soins non programmés un comité de pilotage régional avec l'ensemble des acteurs. C'est pas un sujet d'urgentiste, c'est pas un sujet de médecins libéraux, c'est pas un sujet de l'offre autonomie, non, c'est global. Il faut que tous les acteurs soient là. Il y a beaucoup, depuis le matinée, on parle des EHPAD par exemple. C'est clair que le fonctionnement médical des EHPAD aujourd'hui, il est quand même à bout de souffle, si je reprends une expression de Patrick. Il y en a un problème. Vous avez des médecins coordonnateurs qui ne peuvent pas prescrire, etc. Bon. Et on n'a plus les médecins traitants qui viennent dans les EHPAD chercher les erreurs. Après, on demande aux infirmiers de faire finalement un travail sur lequel, pour l'instant, ils ne sont pas encore autorisés à le faire. Donc, au bout d'un moment, tout ça se tourne en rond et finalement, ils finissent aux urgences. Effectivement, le vendredi soir à 22h, dans des états pas possibles et avec la famille derrière, tout ce qui va avec. Vous connaissez ça mieux que moi. Mais donc, ça veut dire qu'on doit vraiment innover là-dessus et pas forcément attendre la Xème réforme de mon point de vue, ou la Xème loi. Je pense que nous avons tous les moyens, on l'a redit ce matin, pour déjà faire. Et là, notre rôle, c'est justement de vous accompagner là-dedans. Et des fois, c'est un peu long. Certains d'entre vous sont encore venus me voir pour me dire on n'a encore pas vu la décision, donc il faut aussi nous qu'on s'améliore sur le délai, y compris l'instruction. Pierre, j'ai compris que ça avait demandé 3 ans, donc bon, mais enfin maintenant c'est fait. Donc c'est le résultat qui compte. Il faut aussi qu'on soit en réactivité beaucoup plus auprès de vous. Et le rôle de nos délégations départementales, qui sont pour la plupart d'entre elles ici dans la salle, c'est aussi de vous accompagner dans vos projets. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre qu'il y ait un grand plan, etc. Je pense qu'il faut qu'on y aille. On a les moyens dans notre région de faire un certain nombre de choses. Voilà, merci à vous. Merci.